que je suis poussé par les horaires. D'abord, je vous souhaite la bienvenue, si peu nombreux vous soyez. Ensuite, nous sommes ensemble pour une petite heure qui va se décomposer de la sorte. Je suis assisté de collègues, disons. Ils vont se présenter eux-mêmes à vous, en quelques phrases. Pour ma part, je suis un grand collaborateur de Marie-Charlotte Delmas. Je travaille avec elle depuis un bon bout de temps. J'ai été professeur à la Sorbonne pendant 40 ans. Je suis en retraite maintenant. Et je suis spécialiste des langues, littératures et civilisations scandinaves. C'est un peu à cause de moi que ces journées-ci sont placées sous l'égide du héros. Et nous allons ensemble méditer sur la notion de héros en soi et ce que vous en avez fait. Mais avant d'entamer mon sujet, on va procéder comme ça. Donc mes deux acolytes vont se présenter, vous expliquer qui ils sont et ce qu'ils font. Puis dans un second temps, je parlerai une petite demi-heure pour vous proposer une définition du héros et de ses applications. Et puis, à partir de ce que j'aurais dit, mes deux acolytes contrediront, compléteront, il y aura un débat. Bien entendu, vous êtes invités à participer à ce débat si ça vous chante, même j'espère que ça vous chantera, puisque en fait, c'est pas tellement une chose ex-cathédra que nous voulons faire tous les trois, c'est plutôt un dialogue. Voilà comment ça va se présenter. Alors, dans un premier temps, ma voisine de gauche va se présenter à vous. Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors je m'appelle Brigitte Lyon, je suis professeure à l'université de Tours et je suis historienne et épigraphiste, c'est-à-dire que je déchiffre les textes anciens. Je suis spécialiste du Proche-Orient ancien et donc Marie-Charlotte Delmas m'a demandé de venir discuter avec vous, alors essentiellement autour des épopées de l'Orient ancien et de la plus connue d'entre elles qui est l'épopée de Gilgamesh, que vous connaissez peut-être. Et par ailleurs, je suis venue déjà plusieurs fois parler à Bagneux sur l'invitation de Madame Delmas. Merci. C'est Brigitte, hein. Elle s'appelle Brigitte Lyon. Donc, je suis Patrice Lajoie, je me suis spécialisé dans le domaine vaste de la mythologie comparée, à savoir, donc, je ne suis spécialiste de rien. Mon propos étant d'essayer de mettre en perspective la plupart des cultures, au moins européennes, et leurs mythes, et de voir ce qu'elles ont en commun, pourquoi elles ont ces éléments en commun. J'ai longtemps travaillé dans le domaine des études celtiques, et je me suis tourné depuis peu, plus spécialement vers le domaine slave, et donc vers un héros russe qui s'appelle Ilya Mouromietz, dont, avec ma femme, nous avons publié tout un recueil d'aventures traduit d'après les textes originaux. Voilà, merci. Comme ça, vous savez à quoi vous en tenir. J'ai une proche orientale ici et j'ai un slavisant là. Pour ma part, ma spécialité, comme vous le savez, c'est plutôt le germanique, et aussi le slave, et aussi le celtique. Mais j'ai horreur du mot comparatisme, donc je ne suis pas du tout un comparatiste. C'est simplement, de temps en temps, on constate qu'il y a des passerelles, des similitudes, des homologies qui s'établissent entre un domaine et l'autre et qui vaut la peine de mettre en valeur, non pas pour dire A a influencé B qui a influencé C, ça c'est ridicule, mais pour dire qu'il y a une espèce d'élan commun qui se traduit selon les cultures considérées par des manifestations différentes. Alors je vais vous inviter dans un premier temps à méditer sur la notion de héros. Alors, je proteste un petit peu contre l'affichette qui figure quelque part dans cette très intéressante exposition qui vous dit qu'un héros est un demi-dieu. Je ne sais pas ce que c'est qu'un demi-dieu. De toute façon, si vous savez, vous m'en rendrez service en m'expliquant ça. En fait, je suis nominaliste, si ça ne vous gêne pas, c'est-à-dire j'appartiens à l'école médiévale du XIIe siècle, menée par des gens que peut-être vous ne connaissez pas, qui s'appellent Guillaume de Canguilhem ou Abélard, celui qui a été masculé par l'oncle qui était curé et oncle d'Héloïse par conséquent. Ce sont des gens dont la science consistait à s'interroger sur le sens des mots, des noms nominalistes.
qu'ils utilisaient. Alors le grec, le mot héros, pardon, vient du grec héroi. Héroi. Eta, rho, oméga, iota. Héroi. Qui veut dire exemplaire, paradigmatique. C'est tout. N'importe qui peut être un héros à condition qu'il soit exemplaire. C'est pas plus un dieu qu'un demi-dieu, chose dont je ne sais pas quel est le sens, qu'un non-dieu. C'est une entité, c'est un individu qui est exemplaire. Pourquoi il est exemplaire? Parce qu'il sert de modèle, parce qu'il lui est arrivé dans sa vie de faire une chose que nous aimerions bien exécuter nous-mêmes et nous n'y parvenons pas, parce qu'il est représentatif par excellence de quelque chose qui peut ressortir au domaine ethnique, guerrier, éthique, moral, religieux, métaphysique, mais il est représentatif par excellence de quelque chose. Ce n'est pas un surhomme. Ne faites pas du Nietzsche, ne parlez pas du Übermensch. C'est un homme qui a réussi à faire une chose que vous voudriez, un homme ou une femme bien sûr, qui ont réussi à faire une chose que vous aimeriez bien faire vous-même, mais vous n'y arrivez pas, parce que vous êtes barré par vos incompétences ou par toutes sortes d'événements artificiels et extérieurs dont vous n'êtes pas responsable. Lui, il a réussi. Il a fait une chose qui est exceptionnelle. Je dis exceptionnelle, je le dis avec dessein, pas surnaturel, pas nécessairement merveilleux, pas nécessairement fantastique, je pèse mes mots là, hein. Il a fait une chose exceptionnelle, qui n'est pas impensable, qui n'est pas infaisable, mais il l'a fait, lui. Alors, il est intéressant, je crois, je vais aller très vite, hein, je vais parler à peine une petite demi-heure. Il est intéressant de savoir les caractères qui sont exigés de lui, du moins dans la croyance populaire, du moins dans la tradition. Sont-ce des caractères physiques? Est-ce que ça doit être une espèce de brute musclée à l'américaine, comme on en fabrique aujourd'hui? Sont-ce des caractères mentaux? Est-ce que ça doit être un homme ou une femme supérieurement intelligents et qui ont réussi à obtenir des résultats dans la science où ils exerçaient, ou dans la discipline où ils s'exerçaient? Des résultats que vous n'avez pas obtenus vous? Sont-ce des héros moraux? Je crois, mais c'est mon opinion. Je crois que le héros ressortit plutôt à l'échelle morale. Il a porté à sa perfection une vertu au sens du latin virtus, hein, une vertu que vous admirez tous, que vous ambitionnez tous, et dont, dans votre lucidité morfondue, vous constatez bien que vous n'êtes pas capable de l'atteindre. Je crois qu'on pourrait mettre l'accent là-dessus. Alors, ces choses étant posées, avec lesquelles non seulement mes voisins, mais vous-même pouvez bien ne pas être d'accord, vous attendez de lui qu'il manifeste sa vertu, puisque je viens d'insister sur ce mot, de façon éclatante, à travers des histoires, à travers des hauts faits, qui donnent très rapidement naissance à des mythes, mais je ne parle pas de mythes ici pour le moment. Il a fait quelque chose d'exemplaire, et alors quoi? Et alors comment? C'est la question dont il faut partir. Bien entendu, il y a des anti-héros, comme vous le savez tous. C'est-à-dire, il y a des gens qui auraient bien voulu être héros, ou même encore plus. Des gens qui se révoltent contre cette volonté d'être exemplaire. J'ai dit paradigmatique, le mot est tout à fait sympathique. Pourquoi est-ce qu'il y a ces gens-là? De quelle façon sont-ils anti-héroïques? Y a-t-il de faux héros? J'espère que vous êtes sensibles à la quantité de questions que je vais vous infliger là, dans la demi-heure qui vient. Comment sont-ils des anti-héros et pourquoi l'ont-ils été? Voilà. Bon, c'était la définition dont je voulais partir. Deuxième question que je vais me poser, c'est de voir qu'il existe toutes sortes de types de héros à partir de la définition que je vous ai proposée, avec laquelle, bien entendu, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais enfin, c'est à partir de là que je veux travailler. Alors, je voudrais introduire une quantité de discrimination. Le héros
héros est premièrement fonction d'une culture donnée. Ça, je connais bien la question. Il y a des entités qui sont héroïques pour la culture A et qui sont complètement négligeables pour la culture B. Il y a des entités qui sont absolument méprisables pour la culture B et qui sont au contraire dignes d'exaltation pour la culture C et ainsi de suite. Vous fouillez dans vos connaissances, vous fouillez dans votre mémoire et vous trouvez toujours. Par exemple, je vous parle de Sigurdur Fafnisbani. Sigurd, le meurtrier du dragon Fafnir. C'est un héros germanique. Il faut remonter loin en Orient, comme la voisine de gauche, pour trouver j'aime pas beaucoup le mot archétype, mais des antécédents à ce héros-là. Il y a quantité de cultures, comme la slave, comme la celtique, où il n'existe simplement pas de héros vainqueurs du dragon et justiciables. À partir de là, d'un culte, d'une admiration donnée. Hector est un grand héros pour les Grecs. Il faut en parler aux Américains, pour lesquels vous constatez que je n'ai pas une admiration débordante, n'est-ce pas? La bonne brute qui a du muscle et qui est capable de terrasser son adversaire, ça me laisse froid. Ça vous laisse froid aussi, vous, si vous êtes de bons Français, autant que je sache. On préfère triompher de son ennemi par la science, par la subtilité de l'esprit, que par un gros biceps ou des grosses fesses. Or, Hector, c'est ça, initialement. On ne lui demande pas d'être intelligent, on ne lui demande pas d'être subtil, on lui demande de flanquer la volée, pardonnez-moi l'expression, à son adversaire. Et s'il y arrive, les Américains sortent 1 kilomètre de bande dessinée sur la question aussitôt. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Selon la culture, on a des héros différents qui bénéficient d'une imagerie différente et qui ont donné naissance à des textes différents. Je dis ça parce que j'ai traduit, entre autres choses, les poèmes héroïques de l'Edda. L'Edda, c'est le grand recueil de textes religieux et héroïques de la Germanie ancienne, scandinave en l'occurrence. Ils n'ont pas grands équivalents ailleurs. Il y a une sorte de mentalité, je vais revenir à ça, qui est derrière, qui justifie qu'ils aient le statut de héros dans cette culture-là, alors qu'ils ne l'ont pas dans une autre. Ce que je veux dire, c'est que, pour édulcorer un petit peu ce que je viens d'affirmer, le héros n'est pas vraiment humain. Il est sur-humain. Il a fait des choses que le commun des mortels ne fait pas. Ce n'est pas pour autant qu'il est surnaturel. Il garde des attaches avec le monde de la réalité, avec la nature. Alors, arrangez-vous de la sorte. C'est pas un vrai homme, si j'ose dire, banal, vulgaire, grossier. Ce n'est pas un surhomme, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, surhomme, non plus. Il a fait plus que ce que fait un homme normal. Là, ce n'est pas un dieu, mais ce n'est pas un non-dieu non plus. Il a fait des choses surnaturelles, extraordinaires, remarquables, merveilleuses, fantastiques, dont vous et moi ne sommes pas capables. Ce qui veut dire que autour de cette notion-là, on peut proposer une taxinomie, une classification, soit ethnique, il y a tel héros pour telle ethnie, qui n'est pas nécessairement un héros pour l'ethnie d'à côté, ou bien une taxinomie historique, il y a tel héros qui a été tenu pour héros pendant un certain temps et qui ne l'est plus ensuite. Vous voyez ce que les nazis, puisque je vous parle de Sigurdur, vous voyez ce que les nazis ont fait de Siegfried, ils l'appellent, n'est-ce pas, qui n'a plus rien à voir. Je reparlerai de ça tout à l'heure si ça vous intéresse, parce que c'est intéressant. Le Siegfried des nazis n'a rien à voir avec le Sigurdur Fafnisbani des anciens Scandinaves dont je vous parlais tout à l'heure. Ou bien faut-il introduire une taxinomie sexologique? Alors là, le héros capable de prouesses sexuelles, comme aucun de mes équivalents masculins qui m'écoutent, n'en est capable, et le sait bien, n'est-ce pas? Si vous voulez, ça vaut plutôt pour les héroïnes que pour les héros, ce que je suis en train de dire là. Vous avez tous entendu parler des Valkyries. C'était des coucheuses de premier ordre. Ce qui est faux, ce qui est totalement faux. Mais on en a fait, ça. Bon, ça c'est une autre question, je ne l'aborde pas pour le moment. Ou bien la taxinomie est-elle idéologique? Ça m'intéresse
C'est-à-dire, toute communauté humaine, à un moment donné, se fabrique une espèce d'idéal mental, représenté justement par un héros. Alors, pour telle culture, à tel moment, je pèse tous mes mots là, telle culture, ressortissante à telle civilisation, à tel moment de l'histoire, il y a un personnage exemplaire, parce que c'est de ça que je suis parti, vous ne l'oubliez pas. Ce personnage peut très bien ne plus l'être au bout de quelques siècles, ou au bout d'une évolution de l'ethnie qui a été porteuse de la chose et qui, par des immigrations, par des déplacements géographiques, a évolué mais plus qu'elle a été à un moment donné. Ou bien, il y a, vous m'attendez là-dessus, bien sûr, une taxinomie d'ordre religieuse. Est-ce qu'un saint est un héros? Voilà une bonne question pour vous qui êtes plus ou moins catholique ou imprégné d'idéologie chrétienne, de religion chrétienne. Un saint est un héros, c'est-à-dire exemplaire, si vous admettez qu'un certain type de prestation relève de l'idéologie, non, de la religion, disons, chrétienne. Mais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'entrent pas dans cette mentalité-là, et pour lesquels Sainte Barbe ou Sainte Catherine ou Saint François d'Assise n'ont pas de sens, tout simplement. J'ai longtemps vécu dans ma vie, 15 ans en fait, à l'étranger, et je sais très bien de quoi je parle. Saint François d'Assise, par exemple, ne signifie strictement rien pour un certain nombre d'ethnies. Ou alors, vous le dépouillez de ce qui fait de lui un saint, pour vous. C'est donc, à ce moment-là, vous le réduisez à une espèce de... Comment il s'appelle l'homme des Restos du Cœur, là de Coluche. Vous le réduisez à un certain Coluche, n'est-ce pas? Ce qui est le désanctifié. Est-ce que je suis clair, là? Parce que c'est important ce que je suis en train d'essayer de dire, là. Il y a des héros grecs, des héros latins, des héros celtiques, des héros germaniques, des héros slaves, des héros qui ressortissent aux populations africaines, des héros indiens, des héros asiatiques, qui ne se ressemblent pas nécessairement. Une des raisons pour lesquelles je ne suis pas comparatiste, c'est que je trouve abusif d'établir d'intercaler des signes égaux entre tel héros ressortissant à telle culture et tel autre héros appartenant à une autre. On est héros à l'intérieur de, j'ai déjà lâché le mot, pardonnez-moi, de l'idiosyncrasie, c'est-à-dire de l'ensemble des caractères qui constituent la spécificité, idiosyncrasie, d'une peuplade, d'une culture. On est héros à l'intérieur d'une idiosyncrasie donnée. Les héros universels, je prends universel au sens le plus large du terme, n'existent pas, tout simplement. Ou alors, ils ressortissent, on va y venir, à des fonctions absolument vitales et primordiales de la condition humaine, pour lesquelles les épithètes dont je suis en train de vous assassiner n'ont pas de valeur. Bien. Ou bien, est-ce qu'on est héros en vertu du type de société pour laquelle on a été inventé? C'est-à-dire, il y a un héros des aristocrates, il y a la gloire et la noblesse du héros, il y a un héros des démocrates. Aujourd'hui, vous êtes dedans. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, hein, mes bien chers amis, mais enfin, vous réfléchissez, c'est votre affaire, c'est pas la mienne. Il y a un héros tribal, il y a un héros qui défend les vertus d'égalité, il y a un héros marxiste, il y a un héros sportif. Ce sont des façons d'envisager la réalité en la mutilant, hein, je dois dire, en la privant d'un certain nombre de ses connotations significatives et, encore une fois, exemplaires. Vous ne m'en voulez pas si je vous assassine de notions abstraites comme ça, n'est-ce pas? Mais je fais mon métier, tout simplement. Ou bien, est-ce que le héros est chargé d'assumer des valeurs collectives? Par exemple, la valeur d'égalité, par exemple, la valeur de fraternité, par exemple, la valeur de sacrifice au bénéfice de la collectivité en question, donc sacrifice altruiste, par exemple, des valeurs amoureuses, par exemple, des valeurs sexuelles. Brigitte Bardot, Rita Hayworth sont certainement des héroïnes. Des héroïnes de quoi? Et des héroïnes pourquoi? Je parle aux dames et aux demoiselles qui sont... Oh, aux messieurs aussi, bien entendu, mais enfin pour les messieurs, la réponse est beaucoup plus facile.
il y a à s'interroger sur ce qui fait que les deux exemples que je viens de donner, mais je pourrais en citer 1000 autres, sont considérés comme paradigmatiques. Ne m'accusez pas de me répéter trop souvent. Hein. Ce sont des termes autour desquels je tourne, vous le voyez bien, à tort ou à raison. Je vais donner un exemple plus pertinent. Il y a des héros dits civilisateurs, culture heroes en anglais, c'est-à-dire de ces gens qui sont censés avoir inventé une chose qui est définitivement utile et bénéficiaire à l'humanité. Ils ont inventé le feu, ils ont inventé la découverte du feu, comme Prométhée. Ils ont inventé le feu qui soude, qui lie, comme Héphaïstos, dans l'équivalent latin et Vulcain, dans l'équivalent scandinave et Völundur, etc. Ça sont des héros civilisateurs à proprement parler, puis ils ont découvert le moyen de réaliser ce qui est impensable. Je prends deux choses, je les colle l'une contre l'autre, elles ne peuvent pas se souder, je les chauffe et je fabrique un objet en métal à partir de là. Héros civilisateur. C'est moi qui série le temps, diurne et nocturne, en heures, en minutes, en secondes. À partir de ce moment-là, je suis un héros civilisateur. J'ai apporté quelque chose de nouveau à l'humanité. Ça, peut-être, je suis dans une couche d'études de héros beaucoup plus pertinente et beaucoup plus importante. C'est pour ça que les Anglais les appellent des héros culturels. Ou encore, il y a des valeurs proprement morales. Je vais vous donner un exemple. Sigurður Fafnisbani, c'est mon domaine, vous me pardonnez d'insister. Donc Siegfried pour vous. Je vous supplie de ne pas en faire une brute nietzschéenne ou une brute nazie. Parce que ce héros-là, il n'a jamais rien fait de ce que vous appelez, vous, héroïque. Jamais. C'est pas une brute musclée, c'est pas une brute sexuelle avec un sexe d'1,50 m. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait deux choses. Il a fait deux choses qui n'ont rien